Bonjour tout le monde. Oui, c'est moi encore. On va continuer avec le cours de thermodynamique chimique pour ingénieurs. Cette fois-ci, on continue avec les contenus de l'intra 2. Cette contenu, on va commencer avec les propriétés thermodynamiques, même si on connaît déjà quelques propriétés comme la température, la pression, le volume spécifique, l'entropie, l'énergie interne. On va définir davantage des autres et on va aller un peu approfondir pour voir quelle relation il y a entre toute cette propriété-là. Donc, on commence avec le classement des propriétés. Bien sûr, tout le temps qu'on va parler de quelque chose qui nous intéresse, dans ce cas, on va parler de toutes les propriétés, on va les diviser comme ça, on va les connaître davantage. Donc, on commence avec les propriétés qu'on appelle mesurables. Pourquoi on appelle mesurables? Parce que ce sont des propriétés des faciles, on va dire faciles, mais ça veut dire que c'est pas compliqué d'obtenir leur valeur. Par exemple, on parle de la pression. Donc, dans la pression, on a tout le temps des manomètres qui vont mesurer la pression. On parle de la température. Donc, la température, on a des thermomètres. Et dans le cas des volumes spécifiques, on a des volumètres. Non, c'est pas vrai. Ça n'existe pas. Par contre, le volume spécifique, on peut le calculer à partir de réservoirs, à partir de plein d'autres outils qu'on peut utiliser. La deuxième propriété de laquelle on va parler, c'est les propriétés fondamentales. Alors, cette propriété-là, sont comme les bases de toutes les propriétés. On l'appelle fondamentale parce que c'est des propriétés qui vont nous parler beaucoup plus. La pression, température de volume, on les connaît déjà depuis longtemps. Par contre, quand on va faire des propriétés qui vont donner beaucoup plus de caractéristiques à la substance, ben, c'est ça où viennent les propriétés fondamentales. Alors, cette propriété fondamentale, il vient de l'observation de la nature. Ça veut dire, dans notre cas, quand on parle de l'observation de la nature, on parle de les deux lois de la thermodynamique. Donc, première loi, on a connu l'énergie interne et grâce à la deuxième loi, on a connu l'entropie. Si on fait une combinaison des deux ou plus de propriétés, soit mesurables, fondamentales, etc., on les mélange toutes, on peut obtenir des propriétés dérivées. Ici, j'utilise une beau couleur mauve au violet parce que, mais bien sûr, si on mélange le bleu avec le rouge, ça donne un violet. C'est ça que je me rappelle de mon école primaire. Alors, cette propriété dérivée, on connaît déjà une, l'enthalpie. Par contre, on va définir des autres, énergie de Gibbs, énergie de Helmholtz. Pour l'instant, on ne va pas aller approfondir sur cette propriété-là, on va juste les définir et on va voir quelle relation il y a entre cette sup des propriétés. Donc, si on continue avec, on va faire une petite, c'est pas un résumé, c'est juste dire de quelle façon on peut mesurer cette propriété-là et comment ils sont reliés. L'idée de ce chapitre ou l'idée de cette étape dans notre cours, c'est de voir de quelle façon toutes ces propriétés sont reliées. Alors, les propriétés mesurables, généralement, sont reliées grâce à les équations d'état. Donc, une relation entre les propriétés mesurées est présentée par les équations d'état. Les équations d'état, qu'on peut l'écrire de façon mathématique comme f fonction de PVT égale à 0, ça veut dire que c'est une surface où pas nécessairement P, on peut isoler PVOT, donc on écrit que cette surface dans une plan PVT, le résultat de ces trois propriétés-là, ça va nous donner une belle surface qu'on connaît déjà. Donc ici, on a la surface des gaz, la surface des vapeurs, la surface des liquides et la surface des solides. On a aussi des petites surfaces qui représentent les deux phases en équilibre, mais quand on parle des équations d'état, on va plutôt relier une phase comme telle. Dans le cas des gaz idéal, si on veut chercher la relation entre P, V et T, ça veut dire qu'est-ce qui se passe avec la pression quand il y a un changement de température ou de volume, ou qu'est-ce qui se passe avec le volume quand il y a un changement de pression ou de température, ou une ou l'autre. Donc cette équation-là,
on les appelle les équations d'état. La plus simple, c'est l'équation des gaz parfaits. On a aussi une autre un peu plus compliquée qui va venir ajouter le cas de que le gaz il ne se comporte pas comme un gaz parfait, c'est les Van der Waals, mais à partir de là, il y en a plusieurs. Donc on a la Virial, on a la Penn-Robinson, on a la Redlich-Kwon, etc. On a une infinité de équations qu'on peut utiliser indépendant des cas, indépendant de la substance. Dans les cas, par exemple, des solides et des liquides, quand on parle de la variation de volume par rapport à la température ou par rapport à la pression, on va parler plutôt des coefficients. Donc on commence avec les coefficients de dilatation volumique, comme le mot le dit, mais c'est l'expansion, le changement des volumes et bien sûr se relier à la température. On parle de dilatation parce qu'en général, les solides vont se expandre, vont augmenter leur volume quand on augmente la température. Il y a une petite exception dans le cas de la glace. C'est la seule substance qui, quand il va changer à l'état solide, il devient beaucoup plus, il va avoir une masse volumique beaucoup plus petite et à la place d'avoir beaucoup plus grand. Donc ça, c'est la seule substance qui à cause de la température, à la place de se dilater, va se comprimer, mais dans certaines conditions. Mais la plupart des solides, des matériaux en état solide et liquide vont se expandre, vont se dilater par rapport à la température. Alors, cet coefficient-là, qu'on va l'appeler le coefficient bêta, est défini de cette façon-là. C'est la variation des volumes par rapport à la température quand la pression est constante. Donc, ici, on peut voir qu'on ajoute 1 sur V. Ici, ça donne une particularité, c'est que si on est capable de voir, de faire l'abstraction mathématique, ici on a un différentiel de V qu'on peut, on peut aussi le voir comme un delta V. Donc il y a un delta V par rapport à V, ça nous donne une fraction. Donc ici c'est la fraction des volumes, qui va changer, qui va augmenter par une différentielle de température quand la pression est constante. Alors bien sûr, comme on a des unités de volume sur volume qui vont s'annuler, les unités de cette coefficient-là est égale à Kelvin moins 1. Alors ça nous donne quoi? Ça représente, ici, mettons, on a un petit exemple. Si on a un solide et cette solide-là, à cause de la température, va s'expandre. Donc maintenant, je vais avoir un V0 plus un delta V. Cette delta V-là, divisé par le delta de température, ça nous donne cette partie-là. Alors, cet coefficient-là va nous donner une indication de la variation des volumes à la suite d'une variation de température à pression constante. Mais plus qu'une variation, c'est la fraction des variations qu'on va obtenir. Par exemple, si on a une coefficient bêta égale à 0.02 Kelvin à la moins 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va nous indiquer que une variation de 1 Kelvin ou de 1 Celsius va produire une augmentation de volume de 2% à pression constante. Donc, comme j'avais mentionné tantôt, 0.02, ça nous donne une fraction. Donc, cette fraction, bien sûr, ça représente, si on fait x100, c'est le 2%. Ça veut dire qu'il va y avoir une augmentation de 2% de volume par l'action de 1 delta de Celsius ou un delta de Kelvin. Par exemple, si ici on a une poutre qui est à une longueur et à un volume à certaines températures, si on le réchauffe, il va augmenter son volume. Alors cette augmentation-là de volume, ça représente le 2% de la partie grise, soit en haut, soit en bas. C'est la même. Il y a aussi un autre coefficient, les coefficients de compressibilité isotherme. Donc ici, on va avec la pression à température constante. Alors, est défini comme ça, kappa est égal à delta V par rapport à P à T constante. Et bien sûr, comme les coefficients de dilatation
est divisé par V. Donc, ça nous donne encore une fraction. Les unités sont bien sûr en Pascal à la moins 1. Et ici, il y a un signe négatif. Ce signe négatif est écrit parce que généralement, cette sorte de coefficient-là, on va l'écrire tout le temps de façon positive. Par contre, quand je pousse, quand je vais soumettre une solide à une pression, généralement, quand j'ai une augmentation de pression, il va y avoir une diminution de volume. Donc, il y a une relation à l'inverse. Donc, s'il y a une augmentation de volume, s'il y a une augmentation de pression, il va y avoir une diminution de volume. Donc, cette delta V va être négatif fois négatif, ça nous donne positif. Donc, dans la plupart des cas, généralement, quand on augmente la pression, le volume diminue. On parle ici de les matériaux en général. Quand on augmente la pression, il va y avoir une diminution des volumes en général. Donc, ça va nous donner une indication de la variation des volumes à la suite d'une variation de pression à température constante. Il y a bien sûr un petit exemple. Si j'ai un coefficient kappa égal à 0,05 Pascal à la moins 1, ça veut dire qu'une variation de pression de 1 Pascal va produire une diminution de volume en 100% à température constante. Ça veut dire, j'ai mon solide soumis à la pression, il va diminuer son volume, ça veut dire en 100%. C'est-à-dire que le solide, maintenant, il y a 95% de volume initial. Autrement, il a une perte de volume de 100% par l'action de 1 delta Pascal. Alors ici, je mis par exemple, comme exemple, à 0,05. Ça veut dire que ça va nous donner une variation de 5%. Mais généralement, les solides liquides ont un coefficient de compressibilité isotherme beaucoup plus petit. Il va être de l'ordre de 0,001, ça veut dire à la moins 3 et même à la moins 4. Donc, généralement, cet coefficient de compression est beaucoup plus petit que dans cet exemple que j'écris de façon juste pédagogique.